Il est temps, messieurs, dames, bienvenue dans ce top film de l'année 2023. Je suis très content de faire ça encore une fois avec vous. Je fais ça depuis 2016. Alors cette année, j'ai décidé de tout centraliser sur ma chaîne, Ciné JDR, parce que mes tops et mes flops, je les faisais depuis 2016 sur mon ancienne chaîne Écran Noir qui parlait de cinéma et de BD, mais qui est complètement une chaîne morte que j'ai plus du tout le temps de faire et de construire. Donc je centralise tout ici. Mais c'est avec plaisir que je reprends le flambeau et que je vais vous présenter les films qui m'ont le plus marqué cette année. Je tiens quand même à préciser cette année que je sens que le cinéma va pas très bien. Avec l'avènement des plateformes et tout ça, je trouve qu'on a une très très grosse baisse. En tout cas en termes de quantité de films, ça a un impact sur la qualité, mais on a beaucoup de moins films très impactants, je trouve, qui sortent par année. Quand tu compares aux années 90, au début des années 2000, enfin le début des années 2000, ça commence à être le déclin. Je vous invite vraiment à regarder la super série de vidéos qui ont été faites par le Fossoyeur de films et la chaîne de Marty. Sur le cinéma, c'était mieux avant. C'est hyper bien fait, c'est trop intéressant. Voilà, foncez voir ça. La chaîne de Marty, c'est la meilleure chaîne de cinéma qui existe du YouTube Game, quoi. Voilà, c'est vraiment trop bien. Donc tout ça pour vous dire que voilà, le cinéma, ça évolue pas forcément en bien. Il y a évidemment, plus les années avancent, plus dans mes tops on trouve des films qui se trouvent sur les plateformes. Mais voilà, le cinéma, c'est ma vie. Le cinéma, c'est des hauts et des bas. Et de toute façon, quand on atteint le très très bas, généralement, il y a une nouvelle génération qui reprend le relais et qui recommence à faire des chefs-d'œuvre. Enfin, il y a des mouvements qui se créent régulièrement, hein, voilà, souvent en opposition à d'autres mouvements ou à d'autres événements qui se sont passés. Mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que je vois moins de bons films par année. Que ça impacte forcément mon top, mais mon top, voilà, c'est toujours ça, c'est toujours 10 films. C'est complètement arbitraire, mais j'aime bien m'imposer ce truc-là, parce que ne serait-ce que faire un classement, c'est complètement subjectif par rapport à quels arguments tu prends, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, voilà. Il n'empêche que je suis très content de mon top. J'ai quand même réussi à constituer quelque chose, je trouve, qui moi me plaît beaucoup, qui est très représentatif en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai aimé cette année. Et donc on va parler de ça tout de suite. Alors avant de parler des films, on va d'abord évidemment parler des séries qui m'ont beaucoup marqué cette année, parce que je trouve que l'âge d'or de la série il est encore en plein boom et que ça marche encore très très bien. Évidemment ça a été The Crown qui a été un très très beau final. The Crown, une série incroyable, merveilleuse sur la couronne d'Angleterre, enfin merveilleuse dans sa réalisation et dans ce qu'elle propose, parce que à aucun moment t'as envie d'être à la place de cette belle brochette de gens extrêmement riches et extrêmement puissants. C'est un cauchemar en fait. La série te montre à quel point la couronne c'est un cauchemar. Je vais pas dire que tu rentres en empathie avec ces gens, mais tu as beaucoup de pitié pour ces gens, voilà. À aucun moment j'échangerai ma place avec eux. C'est absolument terrible d'être à leur place. Vivement que les Anglais se débarrassent de ça. Mais bon, écoutez. En tout cas, ça nous a permis d'avoir une merveilleuse série qui se termine de manière très jolie. Toutes les actrices ont été incroyables. Je dis que, ouais, le seul petit bémol de la série, ça a été la saison 5 avec Thatcher, où on s'intéressait plus à sa vie personnelle plutôt qu'à sa politique, quoi. Sa politique libérale, ultra destructrice. Les grèves de la faim, les mineurs, tout ça. C'est là un peu que le bas blesse. Mais quand même 6 saisons, voilà, c'est pour se tenir pendant 6 saisons. C'était assez exceptionnel. Et puis là, The Crown fait un truc que j'adore, c'est que chaque épisode propose un point de vue, enfin une approche d'un événement très particulier. Voilà, chaque fois on va s'intéresser à un petit détail ou un petit événement qui fait que la série se renouvelle à chaque fois formidablement bien, quoi. Et que chaque épisode est un espèce de one shot qui va vous proposer une nouvelle vision de ce qui se passe dans la famille royale d'Angleterre. La série date peut-être pas de cette année, mais moi je l'ai découverte en tout début d'année. C'est un très très bon thriller, c'est Mare of Easttown, qui aurait dû être un peu la saison 2 de True Detective. Voilà, c'est avec Kate Winslet qui joue une policière qui va devoir enquêter sur le crime d'une jeune fille dans le village dans lequel, duquel elle vient. Voilà, donc c'est un bon gros trou paumé. Il y a un côté très très campagnard. Voilà, je dis que c'est True Detective parce qu'il y a un duo de détectives. C'est très bien ficelé, c'est très bien écrit, c'est vraiment bien foutu. À la fin, les choses se résolvent de manière purement évidente et logique. Et ouais, j'aime bien ce côté, les tréfonds de la campagne américaine. Donc voilà, je vous conseille si vous aimez bien les thrillers, c'est une série HBO, donc qui est garant de qualité. C'est un très bonne série policière que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi The Last of Us qui était une très chouette série. Malheureusement, je trouve que la série est vraiment là en complément du jeu. C'est-à-dire que pour moi le jeu c'était un monument, je le trouve absolument merveilleux. La série a pris parti justement de montrer d'autres choses qu'on ne voyait pas forcément dans le jeu, mais en tant qu'œuvre en elle-même, je trouve qu'elle se suffit pas à elle-même. Voilà, je trouve que
Ça manque justement de ces scènes où dans le jeu on était en infiltration et on entend tous les monstres qui font des bruits bizarres autour de nous. Enfin voilà, je trouve que par rapport au jeu il manque certaines choses, donc je la verrais plus en complément du jeu qu'autre chose. Il y a des très très beaux épisodes, hein. Moi je suis à l'épisode le centre commercial abandonné, c'est très très beau, il se dit des très belles choses, voilà. Donc c'est quand même une chouette série qui moi m'a quand même laissé un peu sur ma faim par rapport à ce que j'avais vécu dans le jeu. Voilà. Et je vous la conseille, c'est quand même très chouette, il y a du budget, il y a de la qualité, c'est bien écrit. Ah, comme la série qu'ils avaient fait sur la Formule 1, ils ont fait une série sur le Tour de France. C'est quoi Au cœur du peloton, voilà. Que j'ai beaucoup aimé parce que pareil c'est un petit peu comme The Crown, chaque épisode s'intéresse à une personne en particulier ou alors une course en particulier ou alors ce qui va se jouer sur cette course entre ces deux personnes ou alors ces deux équipes, comment les coureurs évoluent au sein d'une équipe. Enfin voilà, je trouve que vraiment il y a un point de vue très intéressant justement qui est de pas vous montrer l'intégralité de ce qui se passe mais de à chaque fois se centrer et de choisir justement un parti pris. Ok, tel épisode on va se concentrer là-dessus. Écoutez-moi bien, le Tour de France ça ne m'a jamais intéressé, j'ai jamais regardé, je m'y suis jamais intéressé, je trouvais ça hyper chiant à regarder. On m'avait emmené voir à un moment le voir en direct, tu vois des mecs qui passent à 300 à l'heure devant toi, en 15 secondes c'est fini, ça ne m'avait jamais plu. Et là vraiment c'est une série qui a réussi à m'intéresser voilà, à la course de vélo. Du coup comme il t'explique un peu tous les tenants et les aboutissants, je me dis que l'année prochaine je pourrais regarder en comprenant un peu plus ce qui se joue quoi, voilà, entre les différentes équipes et tout ça. Donc je vous conseille vraiment, c'est assez palpitant à regarder, il y a des grands moments, des moments très émouvants, donc ouais c'est encore un pari réussi. J'aime beaucoup ce que font Netflix avec ces séries de sport parce que justement ils arrivent à m'intéresser et c'est grâce à Netflix que maintenant je regarde la Formule 1 parce que je me suis complètement intéressé, passionné, c'est grâce à eux, voilà, c'est grâce à Netflix que je me suis intéressé à la Formule 1. Donc voilà, je vous invite à regarder ça, c'est vachement bien. Évidemment, je ne peux pas parler de 2023 sans parler de la fin merveilleuse de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c'est une des 3 œuvres qui ont peut-être le plus influencé ma vie. C'est une masterclass, il n'y a aucun défaut, je trouve l'animation absolument merveilleuse. Le fait de finir en plus sur des films, je trouve que c'est une idée incroyable parce que tu peux vraiment profiter de la fin dans un format film. Je le mets quand même dans les séries parce que ça restait une série voilà, en 4 saisons. Le mangaka regrettait beaucoup d'éléments à la fin qu'il avait peut-être maltraité. Enfin, moi quand je l'avais lu j'étais très déçu par pas par l'arc final mais par la toute fin. Parce qu'il y avait des dialogues un peu débiles, voilà, il y avait des choses très bizarres. Et là ils ont tout corrigé ça. Ils ont rendu ça beaucoup plus dark, beaucoup plus triste, beaucoup plus sombre, sans faire non plus des modifications monstrueuses, mais c'est dans les dialogues, il y a des très belles choses qui se disent, voilà, à la fin quand ils se regardent et qu'ils se disent écoute, regarde ce que nous avons fait, nous sommes tous les deux coupables, et nous nous retrouverons en enfer tous les deux. Ils disent ça dans une mer de sang. Ah, c'est beau, putain, c'est beau, c'est beau. Et ils ont rajouté aussi à la fin à la toute fin de l'animé, les dernières 8 pages que l'auteur aussi avait rajoutées, pour faire une plus jolie conclusion. Et donc c'est des images quasiment sans parole. Tu vois ce que sont devenus les personnages, tu vois que le monde évolue mais que ça retombe dans ses travers, tout ce qu'ils ont fait n'a rien changé, l'humanité retombe dans un cercle horrible de destruction et on n'arrivera jamais à s'en débarrasser parce que c'est inhérent à l'être humain et voilà, à ce qu'est l'humanité et à ses capacités à tout détruire autour de soi. L'attaque des titans, c'est l'histoire de l'humanité et de cercles de haine qui sont constamment brisés mais qui recommencent. C'est absolument terrible, dramatique. Ah, tu pourrais en chialer à la fin tellement c'est beau. Voilà, masterclass, j'ai rien d'autre à dire, c'était merveilleux. Ce sera le meilleur manga des années 2000 à 2020, imbattable. Ce sera encore le meilleur manga pour les 40 ans à venir, écoutez-moi bien. Qui fait mieux que l'Attaque des Titans? Qui est indétrônable? C'est une masterclass. Il y a les gens, non mais si, il y a Demon Slayer. Mais ta gueule avec Demon Slayer. Ta gueule avec One Piece. De quoi on parle, putain? De quoi on parle? L'Attaque des Titans, excusez-moi, tout est là. Tout est là, c'est l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre absolue. C'est une œuvre qui m'a mis les plus grosses claques de ma vie. Excusez-moi, la vidéo, elle a bugué. Ça bug tout le temps mes vidéos, putain. Je disais donc, après l'Attaque des Titans, le dernier truc qui m'a vraiment beaucoup plu cette année, c'est une télé-réalité que j'ai découverte sur Netflix. Ça s'appelle 100% Physical. 100% Physical, c'est une télé-réalité complètement exceptionnelle. Franchement, j'ai cliqué dessus par hasard et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors le pitch c'est quoi? On regroupe 100 personnes qui sont toutes des personnalités du milieu sportif, en tout cas du culte du corps. Ça peut être des haltérophiles, ça peut être des bodybuilders, ça peut être, mais il y a des champions olympiques, il
il y a des policiers, il y a des pompiers, il y a des sauveteurs en montagne, il y a absolument tout, voilà, c'est un espèce de panel de personnalités liées au sport extrêmement variées. Qui vont devoir se lancer dans une compétition, une suite d'épreuves complètement délirantes pour essayer de déterminer qui a le physique le plus sportif. Et c'est complètement abracadabrant, c'est complètement over the top. Ils ont mis un pognon là-dedans, mais complètement fou. Les décors et tout ça sont incroyables, mais surtout, je trouve qu'il y a un côté dépassement de soi. Un côté vraiment vaincre des épreuves qui est hyper agréable à regarder. Le casting est trop bien, t'as des influenceurs, t'as des gymnastes, enfin vraiment tu t'apprends vraiment à connaître toutes ces personnes. Et ils ont cette espèce de truc délirant où ils ont tous un moule de leur buste en plâtre, et quand ils sont éliminés ils doivent le jeter par terre et le briser, voilà. Mais les épreuves, je sais pas si vous réalisez, mais c'est genre porter un dracard, ils ont des espèces d'arènes, ils doivent se défier en 2 contre 2, ils doivent se foutre sur la gueule en essayant de récupérer une balle, enfin c'est complètement fou et délirant quoi. Donc ça a été un espèce de kiff total, j'ai pris énormément de plaisir à regarder ce truc là. J'attendais toutes les semaines mes épisodes impatiemment. T'as vraiment l'impression de regarder un concept fou comme il y avait dans les mangas à l'époque, dans les années 2000, voilà, c'était un concept. Mais voilà, j'ai kiffé, c'était trop bien, 100% physical. Ah c'était trop cool. Ah j'ai trop kiffé. Ah si voilà, une seule télé-réalité que vous devez regarder. Je pense que c'est celle-là, parce que c'était trop bien. Ah, j'ai trop aimé. On arrive aux mentions honorables des films, ceux que j'ai pas mis dans mon top, mais quand même je les ai trouvés de bonne qualité, ils m'ont beaucoup plu. Je vais aller très vite, je vais pas passer trop de temps dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le top film. Donc les films que j'ai bien aimés cette année, qui auraient pu être dans mon top, mais qui ne sont pas assez bien pour l'être. Chicken Run 2, ça m'a fait trop plaisir de retrouver les studios Hardman avec Chicken Run. C'est pas au niveau du premier, c'est pas aussi profond, le parallèle est pas aussi dingue que dans le premier, mais l'animation c'est quand même incroyable, il y a le début vraiment génial, donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, j'adore tout ce qu'ils font, hein. Voilà, c'est Gromit et le Lapin-Garou, c'est un de mes films préférés, donc voilà, Chicken Run 2 c'est sur Netflix quand même, qui produisent quand même des trucs stylés un peu au milieu de toute cette merde quoi. Mais merci à eux, parce que bon, je pense que si on n'avait pas eu Netflix, on n'aurait pas eu Chicken Run 2. Un très beau film d'action français, Cocorico, Mars Express, qui est un film de science-fiction bien barré. Un petit peu à la Blade Runner, voilà, il y a un côté enquête policière, découvrir ce qui s'est passé. Le film est vraiment bien, parce qu'il y a 15 000 idées de science-fiction à la seconde. C'est ultra créatif à chaque fois. En fait, ils arrivent vraiment, je trouve, à poser des questions et à te mettre dans des situations de science-fiction auxquelles tu n'avais pas pensé avant. Enfin, moi, je trouve que le film est très original. Malheureusement, je trouve qu'à la fin, dans le climax, tu te dis ah tout ça pour ça, voilà, je trouve qu'il n'y a pas un message fort inhérent au film, voilà, en trame de fond, et tu te dis bon ok, c'était une belle expérience, mais voilà, sans plus. Mais c'était quand même chouette et très beau, et le film est assez intéressant. J'ai beaucoup aimé le dernier film de Ari Aster, Beau is Afraid, qui est un film complètement barré. Un gros film de 3h30 qui part dans toutes les directions, c'est ultra créatif, mais vraiment je trouve qu'il y a une ambiance dans ce film. C'est vraiment pour moi Ari Aster qui joue à David Lynch, voilà. J'ai vraiment l'impression de regarder un film de David Lynch en fait en regardant ça, et je trouve que là où le film est réussi, c'est qu'on te fait suivre quelqu'un qui a des gros problèmes psychologiques. Tu ressens vraiment que t'es dans la tête de quelqu'un qui a un problème psychologique. Le travail de mise en scène est vraiment hyper intéressant, hyper sympa, c'est presque un de mes préférés de Ari Aster, je trouve vraiment très chouette, voilà, je trouve que c'était un très bon film, peut-être un peu long, j'aurais enlevé quelques moments un petit peu longuets, mais en vrai c'était quand même chouette, voilà, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Limbo, je trouve que l'ambiance de ce thriller enquête est vraiment particulièrement stylée. C'est vraiment aussi bien écrit, malheureusement je le trouve très racoleur. Il y a des scènes extrêmement violentes, notamment une scène de viol qui, tu te dis mais pourquoi en fait tu m'as montré ça. Enfin, le film était largement assez glauque, assez tendu, avec des enjeux assez sombres, pour qu'on soit pas obligé de montrer ça, voilà. Donc c'est quand même un film qui a une grosse épine dans le pied, néanmoins très bien écrit, la photographie est assez incroyable, voilà. Puis c'est un très bon film policier. J'ai bien aimé aussi Creed 3, c'est presque un de mes préférés, Creed 3 de la saga Creed, quand même largement en dessous de la saga Rocky, mais je trouve que dans Creed 3, ils se permettent des idées de mise en scène, notamment pendant le match final où d'un coup t'as presque l'impression qu'ils sont dans un rêve, ils sont complètement isolés, et le ring ça se transforme en prison, enfin voilà, je trouve très créatif par rapport à ça. Je trouve que le méchant est avec beaucoup de potentiel mais pas assez bien traité, enfin ça devient très vite un grand méchant genre en fait c'est moi le méchant depuis le début, alors que son origin story est très cool. C'est presque un méchant malgré lui, et je trouve que voilà, ils appuient un peu trop le fait que il faut un gentil, un méchant, voilà, et c'est très manichéen, et donc c'est un petit peu dommage que ce soit développé comme ça, mais je trouve que j'ai passé un très bon moment, voilà, je trouve que c'est resté des bons films, même si le Creed 2 est quand même nettement en dessous. Pour le méchant et pour la créativité, voilà, j'ai beaucoup aimé Creed 3. J'ai beaucoup aussi aimé Élémentaire, c'est très mignon, c'est très joli, ça parle de racisme, c'est
très juste dans ce que ça veut dire. C'est une belle histoire d'amour qui casse un peu aussi les stéréotypes du genre. Je me suis vraiment bien marré. C'est une très belle histoire, voilà, une très belle image. C'est une très belle romantisation de l'amour, de l'antiracisme. Voilà, c'est très joli, c'est très bien fait. Il aurait pu se retrouver dans le top, mais voilà, il y a d'autres choses que je voulais mettre devant. J'ai beaucoup aimé aussi, je crois que c'était au début de l'année, un film qui est passé assez inaperçu, The Quiet Girl. The Quiet Girl, c'est un film très mignon. J'aime beaucoup parce qu'il se dit énormément de choses dans le non-dit. The Quiet Girl, c'est une jeune gamine justement qui a beaucoup de mal à s'exprimer, beaucoup de mal à parler, qui vit dans une famille pauvre, qui va la donner à une famille lointaine pour qui se décharge financièrement d'elle, quoi. Un très beau film sur la relation filiale, la relation paternelle. La fin est très très belle, voilà. Mais je trouve que quand même le film a été peut-être un petit peu tronqué. Enfin, ça va un petit peu vite, voilà, justement, dans les non-dits. Tu sens qu'il y a des choses qui se jouent, mais je trouve que ça se joue un petit peu trop vite. Après, j'étais complètement pris, la gamine elle joue trop bien. Il y a une scène, je me suis dit, mais non, mais ah, si se passe ça, je me tue! Je refuse qu'il se passe ça, c'est pas possible! C'est pas possible! Bon, ça va, au final, ça s'est pas passé, mais c'est pour vous dire que j'étais quand même impliqué émotionnellement, parce que généralement, j'ai quand même un peu de recul et tout, et là, j'étais là, putain, ils vont pas faire ça, c'est pas possible! Ne faites pas ça! Donc voilà, j'ai quand même beaucoup aimé The Quiet Girl, c'était quand même une belle expérience. Dernier film aussi qui m'a beaucoup marqué en cette fin d'année, c'était Vermine. Vermine, c'est un film d'épouvante. C'est quand même très particulier parce que je suis, allez, on va dire à 50% arachnophobe. C'est pas du tout mon délire, les araignées. Quand j'en vois une grosse, je suis vraiment pas bien. Autant vous dire que j'ai passé un très mauvais moment. Et en fait, du coup, j'étais tellement mal que ça m'a fait ressentir des émotions que j'avais pas ressenties depuis très longtemps. Malgré ça, voilà, donc je trouve que c'est un bon film d'épouvante qui a très bien marché sur moi forcément, mais voilà, je suis peut-être pas forcément très objectif parce que j'étais très impliqué dedans. Néanmoins, je trouve que la première moitié du film est vraiment bien écrite. C'est vraiment bien foutu. C'est hyper bien ficelé. Voilà, ça monte vraiment en pression. Il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment géniales. La deuxième moitié, c'est un petit peu plus bigger is better. Voilà. Et du coup, je trouve que t'as moins d'idées de mise en scène intéressantes. Mais t'as quand même des scènes qui te donnent mais la chair de poule où tu es en sueur au début. Oh là là. Donc pour ça, voilà, c'était quand même un chouette film. J'ai passé un bon moment. Ça joue pas très bien, voilà. Même si il y a Jérôme Niel dedans qui a un rôle vraiment très drôle. Et oui, la deuxième moitié aussi, les personnages qui commencent à prendre des décisions un petit peu stupides. Et il commence aussi à y avoir les dialogues, tu sens le dialogue de fin de film. Où ah, c'est maintenant, on s'avoue les choses. Ah oui, mais pourquoi tu les mets pas, machin. Alors que les personnages n'ont pas besoin de se dire les choses explicitement pour que tu comprennes qu'ils reconstruisent leurs amitiés dans l'adversité. Enfin voilà, c'est un peu lourdin comme manière d'écrire. Donc voilà. Mais quand même, à voir, je trouve que c'est un film très sympa. C'est rare qu'on voit des films avec des araignées. Et celui-là, parce que j'en ai vu des films avec des araignées qui sont un peu nanars, celui-là, je trouve qu'il prend son sujet à cœur et que c'est un des meilleurs films d'araignées qu'on ait pu voir, que j'ai pu voir en tout cas de toute ma vie, quoi. Je voudrais aussi parler de Godzilla Minus One que je n'ai pas pu voir. C'est un film qui m'a fait très envie, le film japonais sur Godzilla qui a été fait avec un budget assez ridicule par rapport au gros blockbuster américain mais qui a l'air tellement 1000 fois mieux. Apparemment c'est très beau, c'est très bien écrit, vraiment c'est hyper bien foutu. Et j'ai pas pu le voir parce qu'il est resté que 2 jours en salle, voilà. Donc il ressort là en janvier pendant 2 semaines, donc là j'ai réussi à aller le voir. Mais voilà, je voulais juste vous dire que c'était un des films qui me donnait le plus envie cette année et que malheureusement j'ai pas su trouver le temps pour aller le voir. Donc peut-être qu'il aurait pu se trouver dans mon top, peut-être qu'il se trouvera du coup dans le top de l'année suivante parce que du coup ce sera en 2024 que je l'aurai vu, voilà. Donc tout est possible messieurs dames, tout est possible. Mais du coup, j'ai fini. Voilà, les petits films qui étaient bien, mais pas non plus incroyables pour entrer dans mon top. C'est maintenant, messieurs dames, lançons-nous dans le top 10 de mes films préférés de cette année 2023. En 10e position, je tenais peut-être plus à célébrer la saga qu'à célébrer le film en lui-même parce que je trouve que c'est peut-être le moins bien de la saga. C'est Mission Impossible 7. J'ai pas envie de dire de la merde, c'est le 7 ou le 6, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. C'est le 7. C'est le 7 première partie, donc ce qui va finir la saga en 2 parties. Alors je dis que c'est le moins bien, mais j'ai quand même passé un très bon moment devant. Je trouve que tu retrouves tout ce qui fait la saveur de la saga, voilà, les cascades, le côté épique, les moments de tension, je trouve que tout marche, enfin t'es vraiment pris, c'est très rare que je sois pris comme ça dans un film d'action, et je trouve que t'es vraiment vraiment dedans. Il y a des scènes assez mémorables, le combat dans la petite ruelle, voilà, évidemment le train à la fin, j'ai l'impression d'être dans un scénar que j'imaginais moi quand j'étais gosse, quoi. Et je trouve que celui-là aussi rajoute une petite touche d'humour, il est beaucoup plus drôle que ceux d'avant, ce qui est sympa parce que ça permet de un peu repenser la saga, quoi, sous un nouveau jour, alors sans que tu aies non plus à manger toujours voilà
le même paquet de purée. Voilà, je trouve que chaque fois Mission Impossible ça a réussi à se renouveler. Je trouve ça assez incroyable ouais, que cette saga ait été aussi bien sur le long terme. Je trouve qu'il y a pas un film en dessous de l'autre. Même le 2, hein, même John Woo, moi j'adore. Hein, je trouve qu'il est extrêmement kitsch, mais justement, je trouve que ça permet de proposer un peu de diversité dans cette saga-là. Et c'est une saga, si le dernier est vraiment bien, bah ça battra pour moi la plus grande saga qui a duré sur le long terme, qui est Rocky, quoi. Rocky, les 6 films sont incroyables, vraiment, enfin le niveau d'écriture de scénario dans Rocky, c'est exceptionnel quoi. Et du coup, voilà, on ait une saga comme ça qui a duré sur le long terme, je trouve ça vraiment vraiment chouette. Il y a quand même des choses qui me dérangent, c'est pour ça que je trouve que c'est celui qui est le moins bien de cette saga, c'est qu'il y a quand même énormément de fond vert. Bah, je trouve qu'on perd le côté cascade fait en réel. Par exemple, à la fin, il se passe des trucs de fou avec le train, mais il y a tellement un mélange de fond vert et d'effets réalistes que tu sais plus trop si ce que tu regardes c'est vrai ou pas. Du coup on perd ce côté impressionnant de la cascade que tu n'avais pas du tout dans les autres quoi. Même quand il se jette de la montagne, on voit qu'en fait il y avait un tremplin, que ça a été effacé en post-prod. Donc voilà, il y a ce truc là qui m'a un petit peu dérangé. Je suis aussi un peu déçu par le traitement du grand méchant qui, coup de génie, je trouve que c'est une idée incroyable. Le méchant est une IA. Une IA qui du coup sait quelle stratégie vous allez mettre en place, quel prochain mouvement vous allez faire, quel prochain attaque que vous allez faire contre elle, parce qu'elle a déjà calculé toutes les probabilités et tout ça. Je trouve qu'elle est un peu sous-exploitée, j'espère qu'elle sera quand même un peu plus exploitée dans le deuxième opus. Puis ils l'ont vraiment représenté par une espèce de gros œil géant digital comme ça, voilà, c'est un petit peu kitsch. J'ai quand même passé un super moment, je trouve qu'on se prend quand même toujours vachement au jeu, ça va à fond. Et j'ai hâte de voir cette saga se terminer, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10, surtout pour célébrer la saga Mission Impossible. Numéro 9, c'est le dernier film de Wes Anderson, Asteroid City. Bah voilà, j'ai été un peu médisant parce que je crois que j'avais mis dans un de mes flops l'année dernière le dernier film de Wes Anderson. En fait j'ai un peu de mal avec Wes Anderson quand même, je dois vous dire, parce que je trouve qu'il a tellement toujours la même formule qu'en fait on n'est plus surpris, on n'est plus agréablement surpris. Je me dis que c'est très compliqué pour lui de se renouveler toujours en gardant ce même style de mise en scène, parce que t'as l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs. Voilà, donc ça marchait très bien pour Moonrise Kingdom, pour les premiers, pour Fantastic Mr. Fox. Après j'avais quand même adoré L'île aux chiens, voilà, mais le dernier qui se passait avec les journalistes, là, je sais même plus comment il s'appelait, The Bon Birdo Slash, je sais plus. Ah, je sais plus, voilà, ça m'a pas du tout marqué, donc je me disais, ah merde, est-ce que vraiment il a épuisé sa formule? Et je suis allé voir Asteroid City. Je trouvais ça vraiment exceptionnel. Je trouve que il arrive vraiment à se renouveler, ne serait-ce que dans la colorimétrie, voilà, dans l'ambiance qui se dégage de son film. C'est un tout nouveau sujet, voilà, avec une histoire d'extraterrestre. C'est vraiment, tu sens qu'il y a tellement de clin d'œil et d'amour pour l'ancien cinéma qui est fait un peu de bric et de broc. Je trouve que le casting est génial. Je trouve hyper drôle ce film. Qu'est-ce que je me suis marré, voilà, j'ai retrouvé justement la mise en scène de Wes Anderson, ce côté un petit peu kitsch qui permet de rythmer les situations comiques, qui dans le timing des gags, ça marche hyper bien. Puis il y a vraiment ce côté un petit peu ridicule du plan fixe avec tous ces personnages qui sont tous un peu figés dedans. Voilà, je trouve qu'il y a énormément de personnages, c'est encore un film choral, c'est très touchant, c'est très joli. J'ai beaucoup aimé toute l'histoire autour de l'extraterrestre que j'ai trouvé très rigolo. Puis il y a aussi un côté méta, parce qu'en fait c'est un documentaire sur les backstage d'une pièce de théâtre. En fait c'est cette pièce de théâtre qu'on te monte à l'écran, voilà. Il y a plein de couches de lecture comme ça et tout qui se mélange pour faire une espèce voilà, de feu d'artifice d'idées et de comédie que je trouve très réussi. Numéro 8, je pensais pas du tout quand j'ai fait mon top qu'il serait dedans, et en fait quand j'ai dû faire mon classement je me suis dit bah si, c'est quand même un film qui m'a marqué. C'est quand même un film qui m'a très agréablement surpris, parce que je ne pensais pas qu'on pouvait faire une bonne adaptation de jeux vidéo, en tout cas c'est très rare, donc c'est évidemment Super Mario Bros. Le film que j'ai trouvé déjà magnifique, je trouve que les couleurs, les textures, juste à regarder, quand les premières scènes se sont lancées, je me suis dit ah mais on en est là en fait, on en est là dans l'animation, c'est tellement beau, juste à... T'as presque l'impression que c'est de la pâte à modeler, que tu pourrais les bouffer, les croquer quoi. T'as l'impression que t'as un espèce d'énorme gâteau devant toi. Et ce film à ce côté là, voilà, hyper déluré, hyper coloré. Vraiment, c'est du bonbon le film, c'est du popcorn, t'en as à foison. Et je trouve qu'il est très bien écrit. Alors j'avais un petit peu peur au début quand ça a commencé dans le monde des humains. Je me suis dit, oh, c'est un petit peu bizarre, mais s'il y avait beaucoup de second degré, voilà, sur le fait que Mario vive dans le monde des humains et que en fait Mario c'est plus une marque que vraiment ce qu'ils sont. Ils font des blagues très drôles justement sur l'accent italien. Bah, non, fais pas ça, c'est raciste en fait. C'est juste pour la com, mais ne fais pas ça.
Ne prends pas un accent raciste en me faisant mon doublage parce que c'est un peu gênant. Voilà, et le film est hyper drôle, je trouve qu'il est hyper bien rythmé, hyper bien mené. C'est une suite de clins d'œil et d'easter eggs, mais à ne plus savoir quoi en faire, mais qui sont pas, je trouve, dégoulinants et trop. Voilà, c'est pas juste, hey, regardez, on a coché toutes les cases, c'est bien fait, c'est bien arrangé, le scénario est bien écrit, ce qui est très compliqué, parce que vraiment, je me suis dit, mais comment tu fais un scénario sur Super Mario Bros? Qu'est-ce que tu as à raconter de ces deux frangins qui découvrent un monde merveilleux en rentrant dans un tuyau de plomberie, quoi? Enfin voilà, ça, vraiment j'étais en mode ça va pas être bien. Ça va pas être bien, et vraiment je trouve que le fanservice est parfaitement dosé. Mais comme Buzz l'éclair, je trouve, l'année dernière, je trouve que ça arrive à point nommé. Les musiques, elles sont discrètes, mais elles arrivent à point nommé. Je trouve que tout marche. Pour tous les gens qui ont un jour aimé Nintendo dans leur vie, c'est vraiment... Enfin, ce film, c'est un cadeau de nostalgie, en fait. Voilà. Est-ce que j'aurais aimé ce film si je ne connaissais pas l'univers Mario et tout ça? Oui, parce que je pense qu'il est quand même bien écrit, il est bien foutu. Mais le fait que voilà, on ait tous été bercés dans Nintendo dans notre enfance, à Mario, j'ai découvert Mario, j'avais 4 ans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait partie de notre vie, et je trouve que le film joue parfaitement avec ça. Voilà, parfaitement avec ça. Il est beau, il est bien foutu, il est bien écrit, il est bien rythmé, le fanservice est vraiment joliment fait. Luigi qui est dans une espèce de parodie de Luigi's Mansion, c'est trop drôle. C'est trop drôle, voilà, il y a vraiment plus de l'humour qui marche très bien, aussi bien dans la mise en scène que dans les punchlines, que dans les chansons sont très drôles. Dans cette petite créature qui dit ah, j'espère que nous allons tous mourir, ce qui dénote très bien avec un film Mario justement qui a une touche très sombre. Vraiment, les gens se marraient dans la salle, il y avait une super ambiance. Et donc ouais, peut-être que beaucoup d'entre vous ont peur de regarder ça. J'ai du mal à voir à qui ça ne peut pas plaire. Voilà. Je suis curieux de savoir si des gens n'ont pas aimé Super Mario et pourquoi vous n'avez pas aimé Super Mario. C'était mon numéro 8, nous allons passer à mon numéro 7. Mon numéro 7, c'est The Son, c'est le réalisateur qui avait fait The Father. Voilà, je pense qu'il est en train de faire toute la trinité, et là il va se faire les 3 films, qui sont au départ des pièces de théâtre qui ont été adaptées en film. Et ça j'aime beaucoup parce que tu ressens vraiment l'influence de la pièce de théâtre dans ces films-là. J'avais beaucoup aimé The Father. Je trouve que The Son est un petit peu moins pertinent dans ce qu'il dit, mais je l'ai quand même mis là parce que j'ai passé un très bon moment. Je trouve que le film est très juste dans ce qu'il veut faire. Le côté huis clos marche très bien. Enfin, huis clos, en fait, on voit que quelques localisations avec assez peu de personnages au final. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on ressent très bien l'effet mise en scène. Et en fait, j'aime beaucoup parce qu'il te montre des personnages qui sont vraiment complètement paumés. Voilà, je trouve que Hugh Jackman, Laura Dern, en fait, ils jouent très bien des personnages que tu ne vas pas aimer. Parce qu'ils sont... C'est un peu l'aristocratie, la grande bourgeoisie new-yorkaise, dans des grands appartements, voilà, ils sont... Mais en fait, tu sens qu'ils sont paumés dans leur vie, en fait. Et je trouve que, en tout cas, si tu ne rentres pas en empathie avec eux, tu rentres en empathie avec ce qu'ils vivent. Parce que c'est l'histoire d'un enfant, d'un adolescent qui est très mal dans sa peau, qui a des pensées complètement suicidaire, enfin qui est vraiment un cas assez grave. Et on suit surtout l'histoire du père qui est coincé entre cet enfant, il n'arrive pas à s'en occuper, il n'arrive pas à l'aider, et son père qui est un horrible tyran, son propre père qui est un horrible monstre qui est joué par Anthony Hopkins, qui est toujours complètement monstrueux dans ces rôles-là. Voilà, qui est vraiment super. Il a une seule scène, je crois, mais elle est très marquante. Et voilà, je trouve que en fait, le film touche juste dans ce qu'il voulait me faire ressentir, sans être un gros tire-larme. En fait, je le trouve pas beaucoup de gens m'ont dit non, mais c'est ultra tire-larme, alors que je trouve que la mise en scène est très discrète. Je trouve que les musiques sont très discrètes. C'est pas ouin quoi. Voilà, je trouve que le film est cru dans ce qu'il veut te raconter. Je trouve que le film a ce parti pris justement assez osé de te montrer des gens que tu n'aimes pas, mais que tu comprends ce qu'ils vivent. Je peux pas trop en dire parce que faites-vous votre propre avis. Évidemment, j'invite vraiment à regarder The Father, qui est quand même vachement mieux que celui-là, je trouve, avant de regarder The Son. Mais je trouve que ouais, le film est beau, quoi. Le film est beau. Alors peut-être que la mise en scène est discrète, mais justement, c'est pour éviter, je trouve, ce truc dramatique, terrible, tire-larme, voilà. Même si je trouve que le gamin joue pas ultra bien, et ça a quand même marché sur moi, en fait. Je trouve que c'est bien écrit, bien ficelé. Il y a une ambiance. Voilà, je trouve que mais souvent c'est ça en fait. Quand tout a été bien pensé, quand tu as eu le son qui a été bien travaillé, le jeu qui a été bien pensé, la mise en scène qui a été bien pensée, au bout d'un moment de tout ça se dégage une ambiance. Et je trouve qu'un film est réussi quand tu as une ambiance particulière à ce film qui se dégage. Voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai mis The Sun, parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que c'était un très beau film. Et je pense que tout le monde peut s'attacher à ce qui se passe dans cette histoire. Ensuite, mon numéro 6. Mon numéro 6, c'est un film Netflix, c'est The Killer de... J'avais Cronenberg en tête, pas du tout. De David Fincher. David Cronenberg, pas du tout. The Killer de David Fincher, qui est pour le coup, voilà, un film à ambiance. Je trouve que ce film a une ambiance aussi très particulière qui se dégage. J'ai beaucoup aimé parce que c'est une manière de raconter des histoires que je vois assez peu. Et je trouve que c'est un film justement qui est très silencieux, il y a assez peu de dialogue. Enfin, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir vu ça ailleurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film. Généralement, les films qui sont faits en chapitrage, j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que je trouve que ça étend le film sur la longueur et tu sais que tu vas avoir un chapitre 2, un chapitre 3, un chapitre 4. Donc voilà, tu sais que le film risque encore de durer. Alors que là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film effectivement est classé en chapitres, mais chaque chapitre a une ambiance qui lui est propre, des dialogues qui lui sont propres, a vraiment une atmosphère qui lui est propre. Vraiment, le film ne cesse constamment de se réinventer. Tu vas passer du gros film d'action à d'un coup un peu le thriller à suspense. Et je trouve que ça marche super bien, voilà. En plus, l'histoire est cool parce que je trouve que tu suis un tueur dans sa vie quotidienne qui est justement quelqu'un de très discret, qui est à l'encontre de beaucoup de clichés qu'on peut se faire des tueurs en série, enfin, ou des tueurs qui sont payés pour tuer des gens de manière générale dans les films. Alors le film est adapté d'une BD française et c'est là où je trouve que le bas blesse un peu, c'est parce qu'on voit bien dans les visuels de la BD française que le tueur... c'est quelqu'un de justement très lambda, très passe-partout, vraiment que tu ne pourrais pas remarquer. À aucun moment tu peux te dire qu'il a cette vie là, et en fait d'avoir choisi Michael Fassbender, qui est une star monstrueuse, ultra charismatique. Et justement, Michael Fassbender a cette aura, tu peux pas te dire c'est un mec lambda, il a beau te le répéter avec sa voix off qui ne cesse de commenter toutes les scènes, il a beau te le répéter que tu crois pas trop, quoi, voilà. Mais voilà, je trouve que le film ne cesse de se réinventer, le film est très prenant, très intéressant sur ce que ça dit justement de la vie d'un tueur à gages, et ouais, j'ai passé un super moment. Voilà, je trouve que Fincher, ouais, chaque fois il se réinvente, chaque fois il a de nouvelles idées, il a toujours une photographie magnifique dans ses films, voilà, je trouve que la carrière de David Fincher, c'est quasiment une carrière parfaite. Voilà, je ne vois pas un film qui lui a fait défaut, et je trouve que celui-là, même si il est peut-être moins incarné que d'autres films, je trouve qu'il a vraiment une spécificité qui lui est propre, une ambiance qui lui est propre. Et c'est un film qui me restera en tête, quoi. Que j'aurai plaisir à regarder, en tout cas un jour, peut-être un jour dans ma vie. En numéro 5, j'ai mis Suzume. Suzume, c'est le dernier film de Makoto Shinkai. Je le dis bien, Makoto Shinkai? Oui, c'est ça. Makoto Shinkai, c'est celui qui avait fait Your Name. Et j'ai beaucoup aussi aimé Suzume. Je trouve que le film est très drôle, vraiment très... L'animation est toujours magnifique, voilà, mais en fait, comme on a vu ces autres films, peut-être qu'on s'en enthousiasme un petit peu moins. Sur le moment, dans le cinéma, je vous jure qu'on s'en enthousiasme. Voilà, sur grand écran et tout, c'est toujours très beau. Et puis c'est une histoire un petit peu fantastique, celle-là. C'est pour ça que peut-être ça m'a plus touché. Et surtout que je trouve que le film est très drôle. Your Name, c'était vraiment marrant, mais là, je trouve que le personnage qui se fait transformer en chaise pour bébé, c'est hyper rigolo ce qu'ils en font avec. C'est très touchant. Je trouve que l'histoire d'amour est quand même un petit peu trop rapidement justifiée, et à la fin ils sont follement amoureux et tu te dis c'est allé un peu vite quand même, voilà. Mais c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui n'est pas exempt de défauts, mais vraiment si je l'ai mis si haut c'est parce que la fin m'a beaucoup touché. La fin parle en fait d'un événement qui s'est passé au Japon sans jamais en parler explicitement, et quand tu comprends de quoi ça parle, t'as une espèce de... Mais attends, mais le film il parlait de ça depuis le début. Et en fait c'est très imagé justement avec la figure du ver, l'énorme monstre qui veut tout détruire sur son passage et tout ça. C'est très beau, ouais, en fait c'est le genre de film où je suis très rarement quand même touché par les émotions dans un film, voilà, j'ai quand même souvent beaucoup de recul, je vois ce qu'on me fait ressentir, mais c'est très rare que je sois touché. Quand même à la fin j'avais le petit pincement au cœur, ça marchait très bien, voilà, donc c'était toujours magnifiquement illustré. Très bien écrit, des personnages extrêmement attachants et une très belle fin pour un très beau film. Numéro 4, My fucking god. Et il faut que je vous parle de ça. Il faut que je vous parle d'une de mes pires et quand même une de mes meilleures expériences au cinéma. Le consentement. J'ai cru mourir pendant la séance. J'étais à deux doigts de faire un malaise. J'étais au bout de ma vie.
Le consentement, c'est adapté d'un bouquin autobiographique d'une jeune femme qui a été une des victimes de Gabriel Maznev, l'auteur pédophile maintenant très connu, qui a été célébré pendant des années, et ensuite avec MeToo, voilà, il s'en est bien pris à plein la gueule, et les gens ont arrêté de se dire bah, c'est pas parce que c'est un auteur connu qu'il a le droit d'avoir des propos pédophiles dans tous ses livres, quoi, en fait, voilà, mais même sur les plateaux de télé, voilà, le mec était complètement en roue libre. Alors ce film, je l'ai trouvé très chouette parce qu'il est extrêmement, je trouve, bien écrit sur justement les phénomènes d'emprise, les phénomènes de consentement, les phénomènes de figures paternalistes qui se jouent de la naïveté justement d'une personne beaucoup plus jeune. Et je dois aussi quand même parler de la performance de Jean-Paul Rouve qui joue Gabriel Maznev, mais qui est terrifiant. Mais terrifiant! Je trouve que c'est un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma français. La performance est incroyable. Chaque fois qu'il est là, t'as des frissons d'horreur et de dégoût. Alors ce film est absolument horrible à regarder. Pourquoi? Parce que on suit du coup une gamine de ses 14 ans à ses 16 ans qui est jouée par une actrice qui a 26 ans. Voilà, c'est, je crois que c'est la fille de Higelin, qui joue bien mais sans plus. Voilà, qui joue bien mais sans plus, mais qui fait quand même le taf. En vrai, je crois qu'elle a 23 ans. Mais dans ma tête, je le savais pas. Et quand je regardais le film, je me dis mais en fait l'actrice elle a 18 ans là. Et il y a des scènes dans ce film mais qui sont du pur cauchemar quoi. Parce qu'on parle d'un vieux de 50 ans qui prend sous son emprise voilà, une jeune gamine de 14 ans et qui lui a fait croire qu'ils vivent une histoire d'amour incroyable. Ne serait, voilà, sinon c'est juste pour la violer, lui faire des trucs horribles, bien évidemment, tout ce que vous pouvez imaginer. Après, le film, justement, à aucun moment n'est racoleur. Je trouve que même dans ces scènes extrêmement violentes, extrêmement intimes, le film n'est pas du tout voyeuriste. Justement, il arrive vraiment toujours à te faire ressentir l'inconfort, à te faire ressentir le côté dangereux, horrible de ce qui est en train de se jouer. Mais c'est un cauchemar en fait. En fait, vous assistez à des fois quand ils s'embrassent et tout, mais j'avais envie de vomir. C'était absolument atroce à regarder ce truc. C'était horrible, voilà, c'était horrible. Et n'empêche, voilà, je le mets si haut parce que voilà, je trouve que le film est vraiment bien fait dans ce qu'il veut raconter. C'est très juste. Justement, en fait, c'est tellement casse-gueule comme sujet. Moi, je regardais le film, je me disais, mais comment ils ont pu se dire, viens, on va faire un film sur un prédateur sexuel qui est un pédophile. Et en même temps, c'est très bien parce que ça permet de briser un espèce de plafond de verre où tu te dis, on va jamais parler de ces trucs-là. Mais en fait, c'est tellement casse-gueule, justement, tu te dis, mais c'est hyper compliqué à faire. Et il y a des scènes, mais je me disais, mais comment ils ont pu tourner ça? Sur le malaise sur le plateau, Jean-Paul Rouve et cette gamine, des fois, ils font des trucs, t'es en mode, mais waouh! Cette gamine, je vous dis, l'actrice a 26 ans, mais toi tu vois ça, il te dit c'est pas possible quoi. Et en vrai ça joue très bien, mais voilà. En fait le film m'a mis tellement mal, vraiment quand je vous dis que j'étais au bord du malaise, j'étais au bord du malaise. Et à un moment je me suis dit je ne vais pas réussir à finir le film, je vais devoir partir et aller je sais pas boire un coup, un truc comme ça. Tellement c'était insupportable quoi. Alors c'est dommage, il y a Laetitia Casta qui joue vraiment pas très bien dans le film, voilà je trouve qu'elle tire un peu le film vers le bas. Mais voilà, pour le film, pour la performance, pour le scénario qui est vraiment bien écrit, bien pensé sur ces thèmes-là, pour ce que ça raconte justement, pour ce choc et cette violence de ce que tu subis pendant le film, sans que ce soit racoleur, pervers et voyeur, voilà, c'est pas du tout ça, le film parle pas du tout de ça. Il y a eu une espèce de petit buzz, il y avait justement beaucoup d'ados qui allaient voir ça, qui ressortaient un petit peu choqués, et du coup, la séance, je suis allé voir très tard, la séance était pleine, et effectivement, il y avait plein de jeunes pendant la séance. Je me suis dit, ah bon, bah, si ça permet aussi de prendre conscience de ces phénomènes-là et de mettre certains jeunes en sécurité, c'est quand même très chouette. Je trouve que le film est bien foutu, bien mis en scène, bon scénario, bien écrit. Je le regarderai plus jamais de toute ma vie. C'est pas possible. Je ne peux plus m'afficher ça, je suis navré, donc voilà. Mais c'est très bien, si vous avez le courage de regarder ça. Allez, on mange pas avant, on se donne la foi, on se donne le courage, c'est dur, mais c'est bien. Soyez forts, tenez bon. Le film est bien. Ah les amis, on arrive dans mon top 3. Dans mon top 3, voilà. Le podium des films que j'ai le plus aimé cette année. Et sur le podium, messieurs dames, je ne pensais pas dire ça un jour. Mais c'est Barbie de Greta Gerwig. Ah c'est bon, il y a la moitié qui vont quitter la vidéo, qui vont se dire mais c'est pas possible. Écoutez, j'ai adoré Barbie. Je l'ai trouvé extrêmement profond, extrêmement juste, extrêmement drôle. Je trouve que le film a une profondeur insoupçonnée. Le film a 2-3 grilles de lecture sur chaque scène. Je le trouve hyper créatif, vraiment. En fait, moi j'allais pas voir Barbie.
moi je suis allé voir Barbenheimer et je voulais voir Oppenheimer. Voilà, donc vraiment j'y suis allé en me disant, mais ça m'énerve, j'ai aucune idée, c'est quoi ce film là? Barbie, qu'est-ce que tu veux faire un film sur Barbie, voilà, gros objet de mode qui a détruit la vision de petites filles qu'elles avaient sur leur corps pendant des générations et des générations. Et puis après, en plus, j'ai l'impression que le film c'était Barbie qui découvre le monde des humains et ça me saoulait, j'avais aucune envie de voir ça, voilà. Et vraiment, ça a été peut-être ma meilleure expérience de cinéma de l'année parce qu'il y avait une ambiance mais incroyable dans la salle, ce que je ne prends pas en compte dans mon appréciation du film, mais il faut quand même que je vous dise, quand j'y suis allé, tout le monde était habillé en rose. Tout le monde avait des sacs licornes, des paillettes, des chapeaux de cow-boy et tout. J'étais en mode, attendez, j'ai pas une info moi. J'étais le seul mec qui était habillé normalement parce que je savais pas qu'il y avait une espèce de délire autour de ça, voilà. Et je me suis retrouvé à côté de 2 Australiens. Je pense qu'on était les 3 qui riaient le plus dans la salle. Vraiment, j'ai passé vraiment un moment formidable. Ça a été une grosse claque, Barbie. Ça a été une grosse claque. Alors, de la même manière, je prends en compte le film pour ce qu'il est, ce qu'il m'a apporté. Je ne prends pas en compte le fait justement que c'était une grosse claque et que je m'attendais à rien au début. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, j'essaie vraiment d'être très objectif, d'avoir un vrai ressenti sur le film, sur ce qu'il m'a apporté. Donc, c'est pas le fait que j'étais agréablement surpris qui fait que je l'ai autant apprécié. Non, je l'ai autant apprécié parce que je trouve que vraiment le film a beaucoup plus de profondeur que ce qu'on peut croire au premier abord. On pourrait se dire en fait que le film est malade d'être une pub en fait pour un objet Barbie, mais alors, attendez, dans ce cas-là, tous les films américains que vous avez vus depuis 50 ans, c'est des bons grosses pubs sur le modèle américain, enfin voilà. Donc, mais moi c'était ça mon problème, je me suis dit ok, bah en fait le film est malade d'être une publicité, mais je sens que dans ce film-là, Greta Gerwig, elle a quand même eu une liberté artistique qui moi m'a plutôt mis sur le cul parce que vraiment à des moments je me disais mais comment des gens à Mattel ont pu valider ça dans le film en fait. Mattel s'en prennent tellement plein la gueule. Enfin c'est ça que j'adore, c'est que le film est ultra cynique. Le film est ultra cynique et le film, en fait c'est pas un film sur Barbie et sur la poupée Barbie, c'est un film qui questionne justement qu'est-ce qu'a été la poupée Barbie au fil des âges, qu'est-ce qu'elle a apporté, qu'est-ce qu'elle a détruit, voilà. Le film n'est pas du tout un film à la gloire de Barbie en fait. Le film en fait il parle justement de la place de la femme dans la société, de la vision qu'on peut en avoir, de la vision déformée qu'on peut en avoir. Vous avez joué avec ces poupées-là qui étaient des visions complètement déformées de la femme. Ça a créé plein de complexes, mais vous êtes quand même amusé avec, vous avez raconté vos propres histoires et ça fait quand même partie de votre vie, il y a quand même un côté nostalgie et cette Barbie-là, voilà, vous l'êtes appropriée en fait. Vous l'êtes approprié, vous n'avez pas seulement subi. Le film est pas ouais, d'émancipation, de décision sur qui on a envie d'être à travers ce personnage-là de Barbie qui va effectivement découvrir le monde merveilleux de l'être humain en sortant de son monde imaginaire. Mais ça que j'aime beaucoup, c'est que le monde imaginaire aussi de Barbie, c'est un monde extrêmement misandre. Et en fait, Ken, dans le monde de Barbie, subit totalement ce que subissent les femmes dans notre monde à nous. Voilà, une espèce d'inversion des valeurs que j'aime beaucoup, où Ken c'est juste un objet de consommation, il est juste là pour faire plaisir aux Barbie et pour les sauver quand il faut, il est juste là pour être beau et fermer sa gueule, c'est tout. Voilà, donc il y a vraiment un côté misant dans le monde de Barbie qui est ultra questionné. Je trouve que le personnage de Ken est vraiment passionnant et bien écrit. Ken qui découvre le patriarcat, mais c'était incroyable, c'était génial. Le film est tellement créatif. Les décors, mais c'est magnifique. Les costumes sont magnifiques. Enfin, je trouve que toute la DA de ce film est absolument exceptionnelle, quoi. C'est quand même un film dans lequel il y a un clin d'œil, un énorme clin d'œil à 2000 l'Odyssée de l'espace. Quand même un crossover assez incroyable. Et c'est des meilleures utilisations d'une scène de 2000 l'Odyssée de l'espace que j'ai vu. C'est pas juste de la citation un peu cinéphile. Voilà, je trouve que vraiment c'est bien pensé. Ça a été bien choisi, ça a été bien foutu. Enfin, voilà, le film n'a cessé de me surprendre. Chaque scène était une nouvelle bonne idée, hyper drôle, hyper bien foutue. Voilà, je trouve que le film est un régal. C'est le meilleur rôle de Margot Robbie. Voilà, j'ai jamais aimé Margot Robbie. Justement, je trouve qu'elle a toujours joué un peu, elle avait toujours ce côté un peu potiche. Je trouve qu'on la choisissait vraiment dans les films pour ce côté un peu femme fatale. Et là, je trouve que justement, il y a une espèce de côté rédemption, aller plus loin que ça. C'est pas seulement un objet de désir, quoi. Et je trouve que c'est pour ça que je trouve qu'elle va bien avec le personnage de Barbie. J'aimerais bien le revoir parce que je sais que chaque scène du film, je pourrais en parler pendant 20 minutes. Je sais que les premières scènes où on voit Barbie qui est dans le monde de Barbieland et qui fait sa petite journée avec elle se lave, elle descend voir ses copines. En fait, tu peux voir ça juste comme une représentation de Barbie, mais quand on voit ça, moi j'imagine complètement une gamine en train de jouer avec Barbie.
quand elle saute du 3e étage et qu'elle est posée doucement au sol, je vois la main invisible de la gamine qui est en train de jouer avec elle. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours un côté un peu méta, il y a toujours une double lecture entre c'est un film qui dit des choses très sérieuses et en même temps c'est un film qui se veut extrêmement comique, extrêmement ludique, qui a une mise en scène justement très jouée en fait. Quand Barbie elle se fait courser par un des mecs et qui saute pour l'attraper et qu'il la tombe, bah t'as vraiment l'impression de voir en fait des gamins en train de jouer. Ouais, je vous dis, j'ai vraiment aimé parce que je sens que Greta Gerwig elle a pu avoir le champ pour dire ce qu'elle avait envie de dire. Il y a des gens pour qui c'est trop féministe, il y a des gens pour qui c'est pas assez féministe. Bon, à la fin, le film il dit oh bah c'est bon, grâce à Barbie, je sais plus ce que ça dit, mais c'est le féminisme a été sauvé, le monde a été sauvé. En fait, non, voilà, le film il te dit clairement, mais c'est pas avec un film qu'on va non plus changer les choses. Mais quand tu vois les tempêtes de haine qu'il y a eu contre ce film, je trouve que le film il dit quand même des choses. Et qu'un si gros blockbuster prenne un parti comme ça de dire bon, et on va parler de personnages féminins qui ont des questionnements de femmes de tous les jours, de subir voilà la misogynie, d'être confronté au patriarcat. Puis je vous dis c'est pas que ça parce qu'il y a de la misandrie aussi. Ken au départ il est complètement soumis justement à ce monde qui ne veut pas lui, enfin qui le fétichise complètement quoi. Et à la fin, c'est oui, bon, on va donner plus de droits aux Ken, mais il faudra qu'ils attendent un petit peu parce que les choses se font doucement. Enfin, je trouve qu'il y a un côté cynique par rapport à nos sociétés qui est génial. C'est ça en mode, oui, bon, les femmes, oui, on est d'accord, vous avez plus de droits, mais les choses vont se faire lentement, hein, d'accord. Et les Alan aussi, il faut pas oublier les Alan à la fin. Voilà, j'aime bien. Ouais, je trouve que toutes les vannes marchent bien. Je dis que c'est cynique, mais en fait le film c'est une satire. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que le film questionne en fait la vision qu'on a de la Barbie. Que les hommes peuvent avoir de la Barbie, de cette fétichisation de la femme, que les femmes ont pu avoir de la Barbie justement en détruisant leur confiance en elles. Je trouve que le film se prive pas de ça quoi. Et quand il y a des gamines qui disent à Barbie que c'est une fasciste, ah, c'est génial. À quel moment tu te dis dans un film Barbie va se faire traiter de fasciste par des gamines, par des adolescentes. Ah, j'ai trouvé ça génial. Non, ouais, je trouve que le film est hyper bien écrit. Sans fuite, sans tabou, c'est vraiment ce que Greta Gerwig elle a voulu faire. Je trouve que c'est vraiment une chouette réalisatrice. C'est un sujet hyper casse-gueule et en même temps, voilà, je trouve que c'était la seule manière d'en parler en fait. C'est la seule manière de parler d'un icône comme Barbie, voilà. Pas d'un jouet, alors oui, ça va faire de la pub à Mattel, voilà, bon... Je comprends qu'on puisse être saoulé par ça. Moi je suis saoulé aussi parce que Mattel ils veulent faire du coup d'un film Hot Wheels, un film Action Man. Je me dis mais les gars vous n'avez rien compris en fait. Le film parle justement, enfin le film Barbie parle de cette iconisation stupide qu'on peut faire d'un jouet qui peut être justement... un gros problème dans l'imaginaire collectif. Je te dis bon ok ils ont rien capté, mais je trouve que c'est un petit miracle en soi que ce film Barbie, au début il devait faire par Amy Schumacher. Je vous laisse imaginer un film Barbie fait par Amy Schumacher. Je n'ose même pas imaginer le cauchemar quoi. Donc c'est pas un film qui va renverser la société patriarcale et avoir un gros bouleversement. Franchement qu'on a un gros blockbuster comme ça qui est autant marché et qui parle de thèmes un peu féministes comme ça, je trouve ça assez exceptionnel. Voilà. Donc pour toutes ces qualités que je vous ai dit, le fait que ce soit une satire, que ce soit extrêmement cynique, qu'il y ait plein de degrés de lecture différents sur chaque scène, que ce soit très créatif, très joliment illustré, qu'il y ait des bonnes idées de mise en scène, que ce soit vraiment vraiment bien écrit. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon podium. Là où je trouve le bas blesse, c'est qu'il y a deux personnages féminins, la mère et la fille, qui sont un petit peu laissés de côté au profit évidemment de Barbie et de Ken. Et du coup, voilà, leurs scènes sont pas incroyables. Il y a aussi, voilà, le grand dialogue, le grand monologue féministe où elle explique à quel point sa vie est horrible. En fait, c'est tellement explicite. Moi, je préfère quand c'est plus subtil, évidemment. Et je te dis, en même temps, quand tu vois les réactions que tous les gens peuvent avoir contre ce genre de film, tu te dis, bon, c'est quand même pas mal au final que, voilà, il y ait quelqu'un qui mette un peu des mots, quoi, sur tout ça. Moi, je laisse leur chance à tous les films. Voilà, je demande à être agréablement surpris. J'ai pas d'avis préétabli en allant voir un film. Voilà. Donc j'ai pris Barbie pour ce qu'il était, pour ce qu'il me donnait, pour toute sa richesse et sa créativité. Et c'est pour ça qu'il se retrouve troisième. Voilà. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai fait mon top. Mais je trouve que c'est un film qui m'a marqué. Enfin, c'est un film, je sais que je m'en souviendrai longtemps. Voilà. Barbie, ça a été un événement, voilà, dans mon année 2023. Et donc c'est pour ça qu'il se retrouve troisième. C'est le moment de passer au deuxième et au premier. Vous êtes sûrement, la moitié sont déjà barrés parce que vous avez été saoulés par le fait que Barbie soit troisième. Ah, j'ai mis Barbie troisième. Putain, si je pensais dire ça, ouais, un jour dans ma vie. Ouais. Ah, je l'attendais pas ce film cette année, hein, mais bon.
Et donc nous allons passer aux 2 autres marches de ce podium. Numéro 2, un film qui m'a beaucoup marqué cette année, que j'ai trouvé très très beau. C'est le dernier film de Darren Aronofsky, The Whale, avec le retour incroyable de Brendan Fraser. Mais quel acteur! Oh mon Dieu! Mais cet acteur est incroyable. Brendan Fraser, c'est mon enfance. Ça a été La Momie, voilà, on le connaît tous là-bas. Après, il a vécu des choses terribles, ces histoires de viol à Hollywood, voilà, des choses très compliquées qui l'ont fait partir du milieu du cinéma. Et là, il revient cette année, il a joué dans le film de Scorsese aussi. En fait, je n'avais pas réalisé à quel point c'est un acteur exceptionnel. Parce qu'on ne lui avait pas donné non plus des rôles exceptionnels. Et dans ce film, mais il est monumental. C'est la meilleure performance d'acteur que j'ai vue de l'année, quoi, en fait. Il est tellement touchant. C'est triste. Alors moi, j'avais un peu peur, justement, que le film soit un peu racoleur, sordide, parce qu'on suit un homme qui est en obésité morbide et qui arrive, on va dire, au crépuscule de sa vie. Et j'avais un petit peu peur, voilà, qu'il y ait un body horror, en fait. Alors que pas du tout. En fait, le film est très beau, très triste. Il fait des très belles choses. Je ne peux pas vous spoiler grand chose. En plus, c'est un huis clos, donc c'est très fermé, très oppressant, parce que c'est très sombre. Voilà, c'est quelqu'un qui veut pas sortir dans son appartement. Pareil, je crois que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Et enfin, en tout cas, j'en sens bien l'influence, parce que voilà, il y a 3 pièces, les personnages sont bien écrits. Je trouve que ça joue bien. Il y a des très belles choses. Le film est tellement touchant, quoi. Mais ne serait-ce que pour la performance de Brendan Fraser, pour cette histoire, ouais, tous les personnages sont très attachants. En fait, je peux pas trop en dire parce que j'ai un peu peur de spoiler. Ouais, la photographie, la mise en scène, c'est un film qui a une maîtrise sur tout, en fait, sur tout ce qu'il veut raconter. Tout est juste, tout est bien placé, ça joue bien et tout ça, voilà. J'ai même pas trop envie de vous en dire plus. Je pense à des choses là, mais il faudrait pas trop que je vous les dise parce que sinon ça risque de spoiler un petit peu trop. Donc matez-vous The Whale, la baleine, voilà, qui parle du coup de cet homme dans un corps monstrueux qui essaye de se racheter, de faire un peu le bilan de sa vie pour ne pas partir sans avoir tout gâché. Numéro 1 les amis, ça y est, on y est. Le numéro 1 de cette année, ça a été vraiment, vraiment une claque ultime. J'ai passé un moment extraordinaire devant Spider-Man Across the Spider-Verse. Je crois que celui-là, c'était Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Across the Multiverse of Spider-Man. Ah, je sais plus! Peu importe, ce n'est pas un titre qui fait un film, les amis. C'est une claque artistique, cinématographique. Il y a 15 000 idées à la seconde. L'idée du multivers est tellement bien utilisée et pensée. Je veux dire, mais ce film, ça met pas une claque à tous les films qui ont traité du multivers. C'est sur un ring, c'est du MMA, c'est le chaos au bout de 10 secondes. C'est exceptionnel. C'est incroyablement beau artistiquement, mais genre, ça pète dans tous les sens. Chaque personnage a sa propre conception et son propre design artistique. Il a sa propre patte graphique. Le film se réinvente tout le temps. Ce qu'il y avait déjà dans le premier, je trouve que le premier était vraiment un film exceptionnel, mais je trouve que celui-là est un chef-d'œuvre. Déjà aussi parce que le premier n'attendait pas de suite. Quand ils ont fait le premier, c'était un film à part entière, mais le film se terminait, l'histoire était bouclée, et en fait ça a tellement bien marché, ils se sont dit bah on va en faire un 2 et un 3. Et du coup, je trouve que l'exercice de faire un film 2 qui est une suite, alors que le premier film n'attendait pas de suite, c'est vraiment vraiment compliqué, et je trouve que le film le réussit mais à la perfection. La manière dont est racontée l'histoire, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. En fait, tu as plusieurs arcs narratifs qui s'entremêlent avec plusieurs méchants. Justement, on sait pas trop où le film va aller, on sait pas où qui va être le grand méchant de la fin, et en fait tout ça s'entremêle, tout ça est parfaitement lié. C'est drôle, il y a encore des idées de mise en scène incroyables où ils sont accrochés à l'envers et ils voient New York à l'envers, mieux tu les vois à l'endroit au premier plan. Oh, moi j'ai mon cerveau en ébullition, incroyable, 15 000 idées à la seconde. Chaque scène a sa petite idée créative, chaque scène a sa musique incroyable. Même à la fin ça vire dans de l'épouvante, t'es totalement pas prêt, t'es en mode oh mais c'est des gabadons en fait. Certes le film se termine sur un cliffhanger qui, tu te rends compte qu'il est complètement lié au 3, et du coup là pour le coup t'as pas une fin en soi, mais je trouve que le film est parfaitement pensé et dosé quoi. Sauf, alors peut-être il y a des moments, il y a des scènes de famille qui sont peut-être un petit peu longues, voilà, un petit peu trop dans l'émotion et un petit peu étirées. Tu te dis bon c'est bon, on a compris en vrai, ces scènes de famille là elles étaient pas forcément nécessaires, mais le reste, enfin chef-d'œuvre quoi, chef-d'œuvre Spider-Man, j'adore Miles Morales. Je trouve que tous les autres Spider-Man qui sont présentés ont tous
des histoires riches, complexes, ce sont des personnages développés, t'apprends vraiment à les aimer ou à les craindre. En film, je me mettais les claques, je me disais putain mais Lucas, mais c'est de l'animation, c'est même pas des vraies personnes, mais j'y crois tellement. J'y crois tellement, toutes les émotions, tout ce qui se passe à l'écran. Pour moi, tout est vrai, tous ces gens existent. Et c'est là que je me dis, mais on est arrivé à ce degré-là de maîtrise dans la créativité et l'animation. Mais ce truc-là, c'est le boss final de l'animation. Je suis émerveillé de vivre à une époque où le cinéma est en train de s'effondrer par manque de créativité, où tout le monde ressort les mêmes soupes des années 80 qui sont des photocopies, photocopies, et l'animation, mais ça reste à son paroxysme, c'est incroyable ce qu'on nous propose. J'avais la carte UGC limitée, j'aurais payé encore plus pour voir ce film, écoutez-moi bien, j'aurais payé pour remercier les saintes personnes qui ont eu la bonté de nous proposer cette merveille et qu'on ait la chance de poser nos yeux dessus. Vous avez pas vu ça, mais vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous allez voir? Les Spider-Man de merde du fiac, là, qui sont éclatés au cinéma. Tom Holland, ouais, c'est ciao, excusez-moi. Il y a Spider-Man, et vous allez voir ça, et vous n'y croirez pas, vous n'en croirez pas aux yeux. Vous n'en croirez pas aux yeux. Pour la créativité, pour la manière dont est racontée l'histoire, que j'ai très rarement vue au cinéma. Extrêmement pertinente, extrêmement inventive. Pour ce déchaînement artistique, merveilleux. Et pour ce chef-d'œuvre de l'animation qui va sûrement marquer l'histoire des dessins animés. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est mon numéro 1 de ce top de l'année 2023. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit top. J'espère que c'était bien et que vous avez bien apprécié. Malgré Barbie, parce que je vais me faire attaquer par les anti-féministes et par les féministes. Ah, personne ne lève ce film, sauf moi. Et ben j'espère que vous avez quand même bien aimé, que c'était formidable. Et on se revoit très vite pour les flops. Et bien l'année prochaine, et aussi, parce que je fais quand même ça depuis 2016, je compte bien faire ça pendant encore 20 ans. Vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement les amis. Allez, ciao, à l'année prochaine.